Janvier 1943. 10 jours après le début de sa première mission à bord du USS Wahoo, un commandant de sous-marin américain effectue une reconnaissance à proximité d'une base japonaise dans le Pacifique Sud. Alors qu'il a pénétré d'une quinzaine de kilomètres à l'intérieur du port occupé, il repère la pire des menaces. Un destroyer ennemi armé de redoutables bombes appelées grenades sous-marines. Avant la guerre, le choix aurait été simple, se mettre à l'abri. Mais pour vaincre le Japon, les Américains ont besoin d'une nouvelle génération d'officiers, plus offensifs, capables d'aller au contact de n'importe quel vaisseau ennemi sans craindre de se mettre en danger. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. « 13h, le 24 janvier 1943. Le nouveau commandant du USS Wahoo, Dudley Morton, vient de repérer un destroyer japonais dans le port de Wewak. Le plus sûr serait de rester discret pour tromper la vigilance de l'adversaire. S'il est repéré, les grenades sous-marines lui seront fatales dans ces eaux peu profondes. Mais Morton est décidé à infliger le maximum de dégâts à la flotte ennemie. À commencer par ce destroyer. Il se positionne à environ 3 km de sa cible et se prépare à passer à l'attaque. Sa stratégie ? Lancer 3 torpilles en espérant qu'une au moins atteigne sa cible. Le TDC me donne un angle de 1 degré sur chacune des 3 torpilles. On charge les tubes 2, 3 et 4. Lancez la 2. Lancez la 3. La 3 est lancée. Lancez la 4. La 4 est automatique. Mais le destroyer avance plus vite que prévu. Les 3 torpilles traversent son sillage sans l'atteindre. Morton reprogramme la vitesse estimée du vaisseau. Une nouvelle torpille est lancée. Elle rate à nouveau sa cible. Le destroyer a modifié sa trajectoire. Après avoir échappé aux torpilles, il se prépare à riposter. Le destroyer décide de le charger, espérant éperonner le sous-marin dans ces eaux peu profondes. La stratégie de Morton illustre le changement de comportement radical des commandants de sous-marins américains dans la prise en compte du risque. Ce scénario aurait été inimaginable avec le premier commandant du Wahoo. Le sous-marin a été mis en service 5 mois seulement après l'attaque de Pearl Harbor. Avec tant de navires et d'avions détruits, les sous-marins se sont vus confier la lourde tâche de mener la guerre contre le Japon en ciblant la marine marchande. Il s'agissait d'une guerre totale qui ne devait épargner aucun convoi, aucun navire. Le Wahoo porte le nom d'un poisson, le thasard noir. Une tradition qui remonte aux premiers jours des sous-marins américains. C'est un sous-marin de classe Gato, 95 mètres de long et 8 mètres de large.
une combinaison de vitesse, d'endurance et de puissance de feu quasiment sans équivalent. Les Gato sont de loin les plus gros sous-marins produits en série pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont 2 fois plus massifs que leurs équivalents allemands. Parce qu'ils doivent être capables d'opérer très loin de leur base pendant très longtemps. Il peut embarquer un approvisionnement suffisant pour tenir 75 jours en mer. Et assez de carburant pour parcourir la moitié du globe sans refaire le plein. Sa taille lui permet d'embarquer du matériel supplémentaire. C'est un gros avantage. Le 23 août 1942, le Wahoo entame sa première mission. Couler les navires japonais et désorganiser les lignes de ravitaillement ennemies. Malheureusement, le commandant n'est pas à la hauteur de son vaisseau. Il se nomme Marvin Kennedy. Son équipage le décrit comme un gentleman. Pendant les années de paix, l'US Navy a entraîné ses sous-mariniers à collecter des informations en évitant le contact avec l'ennemi. Lorsque l'Amérique entre en guerre, les commandants de sous-marins peinent à frapper l'ennemi efficacement. La plupart des commandants étaient beaucoup trop timides. Ils restaient prudemment à distance de leur proie, refusaient de monter le périscope trop haut de peur d'être repérés et de naviguer en surface pour échapper aux avions japonais. Le 5 octobre 1942, Kennedy renonce à poursuivre un porte-avions ennemi. L'équipage impuissant laisse s'éloigner l'une des cibles les plus précieuses de la guerre. Ils ont effectué ce long voyage et pris beaucoup de risques. Ne pas attaquer ce vaisseau de manière agressive, ni le couler a été très frustrant. Le moral des hommes en a été forcément affecté, et Kennedy a dû s'en rendre compte. La deuxième mission n'est guère plus concluante. Kennedy retourne au port sans quasiment avoir tiré la moindre torpille. En décembre, le premier capitaine du Wahoo est relevé de son commandement. À la fin de l'année, l'US Navy aura remplacé 40 commandants de sous-marins, presque 1 sur 3. Avec les sous-marins de classe Gato, les Américains avaient mis au point une machine de guerre parfaite. Mais ils ne disposaient pas des talents pour en exploiter le potentiel. Le nouveau capitaine du Wahoo est Dudley Morton, dit Mush. La troisième mission du Wahoo s'est effectuée sous les ordres de Morton, à un moment clé de la guerre sous-marine. C'était un Baptiste du Kentucky, aux larges épaules et aux grandes mains, avec cette mâchoire que le Time Magazine compare à un roc, une sorte de figure à la James Dean. Avant de prendre le commandement, Morton a participé à la seconde mission du Wahoo de Kennedy. Il promet à ses hommes que les choses vont changer. Morton pensait que la plupart des commandants n'étaient pas assez agressifs pour combattre les Japonais. Il voyait beaucoup de faiblesses dans la stratégie que les autres employaient. Sa première mission réunit 2 objectifs. Une opération de reconnaissance dans la base japonaise de ravitaillement du port de Wewak, puis rôder autour de l'île de Palaos et couler autant de navires ennemis que possible. Le Wahoo quitte la base de Brisbane, en Australie, le 16 janvier 1943. Mais trouver Wewak est déjà un défi. Dans l'immensité du Pacifique, l'aire d'action des sous-marins américains s'étendait sur environ 20 millions de kilomètres carrés. Les coordonnées de la cible sont vagues, quelque part entre 4 degrés sud et 144 degrés est, une zone de plus de 12 000 km². En l'absence de carte précise, l'équipage utilise une méthode inhabituelle pour s'orienter.
Un homme d'équipage a acheté en Australie un atlas scolaire pour ses enfants, dont l'une des cartes permet d'affiner les recherches. Grâce à cet outil rudimentaire, l'équipage dessine à la main une carte de navigation. Maintenant qu'il sait à peu près où se diriger, le capitaine n'hésite pas à faire surface, même en plein jour. Ainsi, le sous-marin progresse à 20 nœuds, près de 40 km/h, alors qu'immergé, il avancerait 2 fois moins vite. Seul problème, il est beaucoup moins discret. Morton demande à ses hommes de redoubler de prudence. Lorsqu'un avion ennemi est repéré, il ordonne à l'équipage de disparaître du pont. Mais Morton refuse de plonger tant que l'appareil ne s'est pas approché à moins de 10 km du sous-marin. Entre les dangers d'une attaque aérienne et les avantages de la navigation en surface, il a soigneusement pesé les risques. Alors que le chasseur se rapproche, l'équipage retient son souffle. Leur nouveau capitaine ne serait-il qu'une tête brûlée ? Dans le Pacifique Sud, un sous-marin américain guette avec angoisse un appareil ennemi. Sous les ordres de son ancien commandant, le USS Wahoo aurait regagné les fonds marins pour se mettre à l'abri. Mais Dudley Morton se contente de garder un contact visuel avec le chasseur japonais. Le pari est risqué. Ces chasseurs bombardiers sont le pire ennemi des sous-marins. Les minutes s'écoulent sous une extrême tension. Mais juste avant de pénétrer dans la zone de danger, l'appareil fait demi-tour sans avoir repéré le Wahoo. En décidant de ne pas plonger, Morton a gagné un temps précieux, tandis que ses hommes ont pu aiguiser leur vue en attendant de détecter des cibles à couler. Le 24 janvier 1943, à 3 heures, le Wahoo pénètre dans la rade du port de Wewak. Située à la lisière d'une route maritime férocement protégée de la mer de Bismarck, elle abrite une base de ravitaillement japonaise de la côte nord de la Nouvelle-Guinée occupée. Dans le port de Wewak, les bases japonaises sont disposées de telle manière que les forces impériales peuvent se mobiliser rapidement pour attaquer les lignes de ravitaillement alliées vers l'Australie. Morton décide de se positionner sur les hauts fonds de la baie. Le sous-marin n'a pas beaucoup de place pour manœuvrer dans la rade. Le port est bien défendu par des hommes, de l'artillerie et toutes les ressources nécessaires à la guerre maritime. Entrer dans le port est donc très risqué. Mais c'est la seule manière d'effectuer une bonne reconnaissance. 15 km plus loin, le Wahoo repère un destroyer japonais. Normalement, les sous-marins ont l'ordre d'éviter les destroyers et de se concentrer sur les navires marchands. La grande question pour les sous-mariniers, c'est principalement de savoir quelle cible vaut la peine de risquer sa vie. Reste aussi à décider où passer à l'attaque. Mieux vaut quitter le port discrètement et lancer l'offensive au moment où le navire prend la mer. C'est la stratégie la moins risquée pour le vaisseau, et donc pour l'équipage. Mais Morton ne veut pas lâcher sa proie. L'industrie japonaise produisait peu de destroyers. C'est un navire long à remplacer et de plus, il accueille un équipage d'élite. Avec chaque navire coulé par les Américains, ce sont aussi des marins expérimentés qui disparaissent, sans compter l'argent qu'a nécessité sa construction. La destruction de ces ressources érode la puissante machine de guerre nippone. Avant de frapper,
le capitaine du Wahoo prend une décision inattendue. Il confie le périscope à son second. Le capitaine de corvette, Dudley Morton, a mis au point une stratégie révolutionnaire. En confiant le périscope à son second et en partageant avec lui la responsabilité de la manœuvre d'approche, il peut coordonner l'attaque sans être confiné au périscope, comme c'était l'usage jusque-là pour le capitaine. Quand vous regardez dans le périscope, vous négligez ce qui est en dehors de votre champ de vision. Morton est persuadé qu'il vaut mieux prendre du recul et disposer de cette vision élargie du champ de bataille, qui est en évolution permanente. Il a véritablement besoin de pouvoir bénéficier de cette vue d'ensemble. Au périscope, Richard Etherington O'Kane. Comme le périscope ne peut pas rester sorti trop longtemps, vous devez rapidement estimer la position de la cible, sa vitesse et sa direction. Il jette donc un rapide coup d'œil aux alentours. Même s'il y a d'autres éléments à prendre en compte, tout repose sur lui. Il est à 2000 mètres et il se rapproche. Une fois que O'Kane a fourni son estimation, Morton planifie l'offensive. Lancez la 3. La 3 est lancée. Ces 3 torpilles représentent un 8e des munitions de Morton, mais il augmente ainsi ses chances de couler l'ennemi avant qu'il ne puisse répliquer. Les torpilles manquent leur cible. Morton modifie ses calculs en évaluant la vitesse du destroyer à 20 nœuds et fait feu. Nouvel échec. Le Wahoo a dépensé ses munitions en vain, mais bien pire, il a attiré l'attention du destroyer. Un commandant de sous-marin sait que tant qu'il reste immergé sans embêter personne, il est invisible et ne risque rien. Mais à chaque torpille lancée, l'adversaire a une occasion de répliquer. Pourtant, Morton n'a aucune intention de disparaître dans les abysses. Il laisse le périscope sorti, révélant la position exacte de son vaisseau. Il ne lui reste que 2 torpilles, chargées dans les tubes avant. Le destroyer décide de le charger. Emboutir un sous-marin pour détruire sa coque est une tactique sommaire, mais efficace. Le Wahoo est trop près pour échapper à la charge si les torpilles ratent à nouveau leur cible. La seule option possible est très risquée. Les marins l'appellent « mordre à la gorge ». Morton vise l'étroite proue du navire. Il n'a pas le choix. Le destroyer est suffisamment rapide et manœuvrable pour l'envoyer par le fond. L'ennemi l'oblige à passer à l'attaque, afin de retourner la situation à son avantage. Alors que le navire se rapproche, le timing doit être parfait. Si la torpille est lancée alors que le destroyer est à plus de 1000 mètres, celui-ci pourra l'éviter. Et à moins de 640 mètres, la torpille n'aura pas le temps de s'armer et d'exploser. Lancez la 2. 2 torpilles sont lancées. La première rate sa cible. Le capitaine et l'équipage n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que la seconde fasse mouche. Lancez la 2. Un sous-marin américain lutte contre un destroyer japonais dans un port occupé du Pacifique Sud. Sur ordre du nouveau commandant Morton, 5 torpilles ont été lancées contre l'ennemi nippon, mais en vain. Désormais, tous les espoirs reposent sur l'ultime torpille. Le coup est risqué, viser l'étroite proue du bateau. Moins d'1 minute après l'échec de la précédente torpille, la seconde atteint l'étroite proue du vaisseau ennemi. La coque du destroyer est éventrée. Touché.
Le Wahoo plonge sous le navire endommagé afin d'éviter une collision, puis prend la fuite. Le destroyer est touché, mais pas coulé. Une fois torpillé, un navire peut sombrer immédiatement, mais cela peut aussi prendre des heures. Parfois, une torpille ne suffit pas à le couler. Le vaisseau blessé libère alors ses grenades sous-marines. À 30 mètres de profondeur, l'équipage du Wahoo se prépare au pire. Les grenades sous-marines sont vraiment terrifiantes pour un équipage. Dans un navire sans fenêtre, impossible de savoir d'où vient le danger. Vous êtes prisonnier d'une boîte de conserve secouée par des explosions. Ces grenades font beaucoup de bruit. C'est dur pour les nerfs. Soudain, les détonations cessent. Mais une onde de choc résonne dans la coque du Wahoo. Ils sont assez près du bateau ennemi pour entendre la proue se fendre. L'eau s'engouffrait à l'intérieur. La salle des machines explosait, libérant de la vapeur et de l'eau bouillante. L'équipage du Wahoo reconnaît le bruit fatal de la salle des machines envahie d'eau de mer glacée. Le destroyer est éventré. Le Wahoo remonte pour confirmer la destruction au périscope. Le navire chavire lentement, ravagé par les flammes. Le capitaine Morton vient de remporter sa première victoire. Il doit maintenant s'éloigner des contre-mesures ennemies s'il veut pouvoir sortir de la baie. Périscope abaissé. Le Wahoo plonge à 30 mètres de profondeur et disparaît. Tandis que la nuit tombe, les Japonais allument des feux sur la côte avec l'espoir d'apercevoir les reflets de la coque du sous-marin dans la pénombre. Mais le Wahoo glisse dans les hauts fonds, loin des flammes. Mush Morton vient de révéler à son équipage tout le potentiel des sous-marins de classe Gato. Malgré ce triomphe, il n'a pas l'intention de rentrer. Il dispose encore de 18 torpilles pour couler des navires nippons. Morton et son équipage sont loin d'en avoir terminé. Pour la seconde étape de sa mission, le Wahoo met le cap au nord, vers un archipel également occupé par les Japonais. Après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont déferlé sur l'Asie. Au milieu de l'année 1942, ils ont triplé l'étendue de leur conquête. Même si le message envoyé au monde entier était l'Asie aux Asiatiques, la réalité était plutôt l'Asie aux Japonais. Ils avaient envahi la Mandchourie en 1931 et le reste de la Chine en 1937. Quand les Américains ont compris que les Japonais voulaient conquérir toute l'Asie du Sud-Est, ils ont décidé de les arrêter. Du fait de son insularité, le Japon compte sur le pillage des régions annexées pour faire tourner ses usines et nourrir ses soldats, via les routes d'approvisionnement du Pacifique. Les Japonais manquaient de tout. Ils devaient importer l'essentiel de leurs produits. Non seulement de la nourriture pour la population grandissante, mais aussi tout le matériel de guerre. De la bauxite pour faire de l'aluminium, du caoutchouc pour les pneus, du coton pour les uniformes et surtout du pétrole. Un produit vital pour les navires de guerre, les chasseurs et les bombardiers. Autant de choses qui nécessitent de véritables autoroutes maritimes. En isolant l'économie japonaise, on entravait sa capacité à importer des produits qui alimentaient la machine de guerre. En 1943, la flotte américaine du Pacifique est sous les ordres de l'amiral Chester William Nimitz.
Ces forces ont lancé une guerre sous-marine totale. Une guerre sous-marine totale, ça signifie que tout navire ennemi est une cible. Vous coulez tout ce que vous voyez. Nimitz a assigné à chacun de ses sous-marins une mission spécifique contre l'ennemi nippon. Le Wahoo se dirige vers un détroit utilisé pour le transit des biens entre les îles des Palaos et le Japon. Des ressources clés sont importées depuis les Palaos. En premier lieu, de la bauxite, utilisée pour fabriquer l'aluminium de la carlingue des avions, mais également des phosphates et des engrais destinés à augmenter les rendements de l'agriculture. Mais manœuvrer dans ces eaux est loin d'être aisé. Le Japon s'est réarmé dans le plus grand secret après s'être retiré du traité de désarmement naval en 1936. Sa marine de guerre, la troisième de la planète, est concentrée presque exclusivement dans le Pacifique. Pendant l'entre-deux-guerres, le Japon s'est doté d'une flotte imposante. Imposante et de qualité. C'était difficile de faire mieux en 1941. L'armée était très mobile et très efficace. En Extrême-Orient, la balance penchait franchement du côté japonais. Solidement retranchés, les Japonais ont l'avantage. Pour rétablir l'équilibre, le Wahoo doit débusquer et couler des navires ennemis. Après plus de 30 heures de recherche, l'équipage repère de la fumée à l'horizon. Regardez ça, capitaine. Ce n'est pas un, mais 3 bateaux que le Wahoo vient de dénicher. Un convoi de navires ennemis, 2 cargos et un transport de troupes. Morton sait qu'au début de la guerre, les convois alliés étaient des cibles faciles pour les sous-marins nazis. Les U-booteux allemands se déplaçaient en meute de loup, à la recherche de convois qu'ils attaquaient en groupe. Dans le Pacifique, Morton est seul contre 3 navires. Vous êtes isolé en territoire hostile. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, car à chaque décision, vous vous exposez à l'anéantissement. Le nouveau capitaine du Wahoo doit décider comment attaquer un convoi entier. Approchez-vous de la cible. En janvier 1943, aucun sous-marin américain n'a encore attaqué seul et avec succès un convoi japonais. Le pari pourrait rendre Morton et son Wahoo célèbres. Ou pas. Janvier 1943. Le USS Wahoo a pris en chasse un convoi japonais près des Palaos, dans le Pacifique Sud. En menant cette triple offensive, le sous-marin de Dudley Morton est particulièrement exposé dans ces eaux hostiles. Les sous-marins sont vulnérables aux grenades sous-marines, aux bombes aériennes et aux mitrailleuses. Plus vous êtes agressif, plus vous êtes exposé au feu ennemi. Le Wahoo se met en chasse. Il visera d'abord le cargo de tête. À l'époque, il fallait en moyenne 12 torpilles à un capitaine de sous-marin américain pour couler sa cible. Le Wahoo ne dispose que de 18 ogives pour couler 3 navires chargés de ravitaillement et d'hommes. Il lui faudra donc se montrer particulièrement efficace. Imaginez que je vise un bateau avec une torpille. Il bouge, je bouge, les angles de tir sont complexes. Il faut évaluer la vitesse et la direction de la cible. Le Torpedo Data Computer, ou TDC, est le mathématicien à bord. Le Torpedo Data Computer permet d'évaluer la position de la cible, sa vitesse, ainsi que sa direction, et donc la trajectoire que devra suivre la torpille pour l'atteindre.
Les relevés effectués depuis le périscope renseignent le TDC sur la distance à la cible, son allure et son inclinaison par rapport à la proue du sous-marin. Il peut ainsi définir précisément la trajectoire de la torpille. Tout au long de la guerre, la marine américaine s'est fortement appuyée sur le TDC. Il vise, il lance la torpille et s'occupe de tout. Personne ne disposait d'un tel système. Les deux premières torpilles foncent vers leur cible. Un Dakar Maru A, cargo japonais de 17 mètres de large. Morton se tourne ensuite vers son deuxième objectif, un Arizona Maru de 145 mètres. 4 en attente. 4 en attente. Lancez la 4. Les torpilles à vapeur Mark 14 laissent un sillage parfaitement visible dans l'eau. Il suffit de remonter la traînée d'écume pour savoir précisément où se trouve le sous-marin. Plus vous attendez pour tirer, plus vous avez de chances d'être repéré. Les deux premières torpilles ont fait mouche. Le Dakar Maru commence à sombrer. Mais une seule parmi les deux suivantes atteint sa cible et ne fait que ralentir l'Arizona Maru. Avec deux cargos endommagés, le capitaine du Wahoo peut se concentrer sur le troisième. 3 en attente. Le transport Siwa Maru, le plus précieux du convoi. En coulant un transport de troupes, vous éliminez une brigade ou une division entière. Autant d'hommes en moins face aux marines débarquant sur les plages ennemies. Morton décide de lancer 3 torpilles. Lancez la 3. Il sacrifie ses réserves de munitions pour augmenter ses chances de détruire l'adversaire. Pas question de le laisser s'échapper. Morton sait que le navire est rempli de troupes essentielles à l'effort de guerre japonais pour combattre les Américains. 2 des 3 torpilles atteignent leur cible. Le transport est affaibli. Bientôt, l'Arizona Maru revient à la charge et fonce droit sur le Wahoo. Une tactique nommée éperonnage. Un navire qui parvient à emboutir un sous-marin a toutes les chances de s'en sortir. S'il essaie de s'enfuir, le sous-marin le rattrapera à tous les coups. En lui fonçant dessus, il tente donc d'éliminer la menace de la seule manière envisageable. C'est la deuxième fois en 3 jours que Morton se retrouve confronté à la charge d'un navire ennemi. Et pour la deuxième fois, il fait front. Jusque-là, les capitaines de sous-marins tiraient leurs torpilles sur un navire en espérant le couler avant de battre en retraite. Mais lui, au lieu de tirer et de s'enfuir, revient à la charge, encore et encore. 2 nouvelles torpilles sont à nouveau lancées en direction du cargo. Cela ne suffit pas à l'arrêter. Morton dévie sa trajectoire pour éviter le choc et choisit de plonger. Le prédateur s'est transformé en proie. Mais le Wahoo garde l'avantage à tout point de vue. S'il plonge, le transport essaiera de prendre le large et le sous-marin se remettra en chasse. Si le transport est touché, même résultat. Il coulera. Le Wahoo a beau être pris pour cible, il garde l'avantage. Morton a néanmoins gâché 4 précieuses torpilles sans parvenir à couler l'Arizona Maru. Il laisse le cargo blessé s'éloigner et retourne combattre le transport, le Siwa Maru. Lancez la 4. 2 torpilles supplémentaires vont sceller son destin. Après cette formidable détonation, la fumée envahit la passerelle de commandement à une bonne vingtaine de mètres de haut. L'équipage essaie de quitter le navire. L'ampleur de l'explosion indique que le Maru transportait sans doute des explosifs. En tout cas, des produits hautement volatiles, comme du carburant d'avion. 2 des 3 navires du convoi ont coulé. Pourtant, Morton n'est pas décidé à laisser s'échapper le 3e, qui vient d'être rejoint par un tanker. Toutefois, cette stratégie agressive décidée par Morton a un prix. Sous l'eau, le Wahoo est alimenté par 250 batteries au plomb d'1,20 m chacune.
Ces batteries permettent de rester immergées 48 heures, mais à condition de ne pas dépasser les 2 nœuds, soit à peine 5 km/h, plus ou moins la vitesse de la marche. Après des heures de course-poursuite et d'affrontements, les batteries sont affaiblies. Morton doit finalement renoncer à sa proie et faire surface. 2 moteurs sont sacrifiés pour recharger. Avec une vitesse et un rayon d'action limité, Morton fait demi-tour pour inspecter le transport qu'il a coulé. Les passagers ont eu le temps de s'entasser sur les canaux de sauvetage. Une vingtaine de canaux criblent la surface de la mer de Bismarck. Des centaines de naufragés s'y entassent, victimes de l'arsenal du Wahoo. Mais pour Morton, ces hommes restent des ennemis jurés de l'Amérique. Pour lui, c'étaient des soldats qui allaient rejoindre les côtes et seraient toujours en mesure de combattre, et donc de prendre des vies américaines. Autant les tuer maintenant. Il considérait ces canaux comme des cibles légitimes et n'avait aucun problème à les mitrailler. Morton a pris sa décision. Il ordonne à ses hommes de se préparer. Feu! Mais il ignore la vraie nature de la cible. Il ordonne à ses mitrailleurs d'ouvrir le feu. Mais il ne sait pas que la plupart de ces hommes sont en fait des prisonniers de guerre indiens transportés par les Japonais. Il suppose que ce sont des troupes japonaises. Alors il ordonne le massacre et fait abattre 195 prisonniers de guerre indiens, en plus de 87 soldats japonais. Continuez! Morton n'a jamais été inquiété pour cet acte. Il a même été décoré de la Distinguished Service Cross par Joe MacArthur pour avoir coulé ses navires. On pourrait dire qu'il ne faut pas exécuter des survivants. En même temps, cette guerre était particulièrement sauvage. Les Japonais se rendaient rarement sans combattre jusqu'au bout. Cela a pesé dans sa décision. Le massacre de ces prisonniers de guerre laisse aujourd'hui encore une tache sombre sur l'héritage du Wahoo. À 14 heures, le Wahoo lève l'ancre. Ses batteries désormais rechargées, il peut partir à la poursuite du seul rescapé du convoi. Le cargo et le tanker ont au minimum 2 heures d'avance. Pour espérer les rattraper, Morton doit rester en surface, ce qui le rend vulnérable. Les Japonais ont sans doute déjà déployé des unités anti-sous-marines pour protéger ce qui reste du convoi. Pour un sous-marin, ce n'est pas une très bonne idée de combattre en surface, parce qu'il est très exposé. Ce serait donc extrêmement dangereux. Peu après 15h30, un panache de fumée précède la silhouette de 2 navires à bâbord. Un tanker transportant des millions de litres d'essence navigue aux côtés de l'Arizona Maru. Il ne reste que 7 torpilles au Wahoo. Morton prévoit d'en lancer 3 sur le tanker. Il entend priver la machine de guerre nippone d'un carburant précieux. Mais il sera vulnérable à une éventuelle contre-attaque. Dès lors qu'il ne lui reste qu'une poignée de torpilles, Morton n'a plus guère les moyens de riposter. Alors que la nuit tombe, le Wahoo se prépare pour l'offensive finale. Lancez la 2! Lancez la 3! Lancez la 4! Les torpilles filent vers le tanker, le Manzia Maru.
Une seule atteint sa cible, mais ne stoppe pas le tanker. Il en faudra 2 de plus pour l'immobiliser. Morton n'a plus que 2 torpilles pour couler le cargo qu'il pourchasse depuis des heures. Mais le Maru est le plus rapide et contre-attaque. Des tirs d'artillerie illuminent l'obscurité. La surface de l'eau est criblée d'éclats d'obus, dont certains ricochent sur le périscope. Les sous-marins ont sacrifié leur cuirasse à la furtivité. Ce qui veut dire que si leur coque est percée ou déformée, elle est irréparable. Ils ne peuvent plus plonger et leurs chances de survie sont beaucoup plus minces. Se retrouver à la surface sous le feu de l'ennemi, qu'il s'agisse d'un destroyer ou d'un transporteur, est extrêmement effrayant et dangereux pour l'équipage. Lancez la 3. Janvier 1943, au large des côtes des Palaos, dans le Pacifique Sud. Un sous-marin vient d'envoyer par le fond un cargo japonais et un transport de troupes. Mais le voilà désormais sous le feu du dernier navire du convoi. Abaissez le périscope! Le Wahoo plonge à 30 mètres pour échapper aux tirs d'artillerie. L'écho des obus s'écrasant dans l'eau résonne à travers la coque. Même si les navires marchands sont rarement armés de grenades sous-marines, sans périscope, le Wahoo est impuissant et ne peut répliquer. Une quinzaine de minutes plus tard, Morton remonte discrètement à la surface. Le cargo ne tire plus. Mais une lumière glacée balaye l'horizon. Un destroyer tueur de sous-marins traque maintenant le Wahoo. Morton n'a plus la puissance de feu nécessaire pour lui tenir tête. Un sous-marin ne peut pas faire grand-chose face à un destroyer aussi, voire plus rapide que lui. Dans ce face-à-face, il n'a pas l'avantage. Et pourtant, le capitaine du Wahoo décide d'achever ce qu'il a commencé. Tandis que le destroyer s'approche, Morton lance ses 2 dernières torpilles sur le 3e cargo du convoi original. Touché! Le cargo sombre dans la nuit. Laissant le destroyer secourir les naufragés, le Wahoo bat en retraite pour retrouver la sécurité du grand large. Le commandant Mush Morton n'a pas fait de quartier. Le 7 février 1943, le Wahoo pénètre fièrement dans la rade de Pearl Harbor, un balai fixé sur le périscope. Il revendique une victoire sans appel par un clin d'œil malicieux aux traditions navales. La marine et la presse l'encensent. Morton et ses hommes se trouvent être les premiers sous-mariniers à avoir coulé un convoi entier et son chargement. Plus de 11 000 tonnes au total. Alors que les sous-mariniers étaient réputés pour servir en silence, Morton et le Wahoo font les gros titres. Le capitaine devient même consultant sur le tournage de Destination Tokyo avec Cary Grant. La stratégie agressive de Morton a changé le visage de la guerre sous-marine. C'est la première fois qu'un capitaine de sous-marin réalise un tel exploit dans cette guerre. Personne n'aurait imaginé qu'un sous-marin américain puisse à lui seul détruire tous les navires d'un convoi. Et pourtant Morton l'a fait. Il a placé la barre beaucoup plus haut pour les capitaines de sous-marins.
Et il n'y a pas que lui. Il a pu compter sur toute une équipe, à commencer par Dick O'Kane. Ces hommes adoraient leur chef. Mais le triomphe du Wahoo est de courte durée. À la fin de l'année, il se retrouve pris sous le feu ennemi en mer du Japon. Le sous-marin ne rentrera jamais au port. À 36 ans, le capitaine Mush Morton disparaît en mer avec son vaisseau. Mais son impact sur la conduite de la guerre sous-marine est immense pour l'US Navy. Mush Morton était un pionnier. C'est en quelque sorte le pivot autour duquel ont évolué toutes les stratégies et les tactiques militaires. Il est fascinant que de tels bouleversements aient reposé sur les épaules d'un seul et unique individu. La ténacité et le sens tactique de Morton et de l'équipage du Wahoo vont modifier l'équilibre des forces dans le Pacifique. Il a montré aux autres capitaines ce qu'il était possible d'accomplir avec les incroyables sous-marins conçus par la marine américaine.